monsieur. Comment ça va? Bien. Bien, merci. Venez seulement. La cuisine, là, il y a la lumière. Ah, il y a le chat. Je déménage dans 2 semaines, j'ai un peu l'appart. Ok. Mais tu sais ce que tu gardes à peu près? Pas grand-chose. Et puis il y a le store qu'on peut ouvrir. Il y a une chaîne ici que je vais garder avec les vinyles. Oui. Et après, il y a encore des habits dans une armoire dans la chambre qui était. L'autre à gauche, là. Ouais. Où c'était à ma mère. Là, les toilettes. Pas de lumière non plus ou bien? Si. Ah oui. Si vous avez de la lumière. Ok. Voilà, il y a une cave. La caverne, c'est déjà fait. Ok. On va commencer par ici. Bah, je ne pensais pas qu'en Suisse c'était possible des choses pareilles. Et il y a beaucoup plus de cas que ce que l'on pense en fait. Je m'appelle Zaïd, je suis le fondateur de l'entreprise Val Débarras. On débarrasse des appartements de toute la Suisse romande, spécialisés dans le diogène. On a à peu près 1 à 2 par semaine. Il y a de tous les âges, toute classe sociale, et de plus en plus, des gens majoritairement, on va dire, qui ont des fois des addictions aux jeux vidéo, ou ça peut être n'importe quoi. Une dépression, une rupture, un décès. Et puis c'est à ce moment-là qu'on intervient, puis on vient débarrasser la maison des gens. Oui? Ah, le sac poubelle? Oui. Ah, bah attends, je donne ça. Déjà. On allait prendre un carton. Oui. Merci. Si pour l'équipe de Val Débarras, cet appartement est un chantier parmi d'autres, pour celui qu'on appellera Nicolas, c'est son lieu de vie. Vous avez accepté, c'est rare, Je vous en prie. hein, qu'on filme chez vous. Vous avez accepté de vous exprimer, mais à visage caché. Pourquoi? J'ai pas envie que mon entourage me reconnaisse. Parce que pour moi, c'est une honte. Honte par rapport à qui? Mes amis, mes proches, le travail. Personne n'est au courant. Non, personne. Et votre famille? Non plus. Ma sœur dernièrement, mais elle sait pas l'état. Et c'est tout. Cela fait plus de 10 ans que ce trentenaire mange et dort au milieu des déchets. Un appartement qui ressemble plus à une décharge publique qu'à un espace habité. C'est quoi pour vous? C'est du bordel? C'est quoi? Comment vous le qualifiez? Je sais pas, du bordel. Peut-être une coquille pour moi, pour me protéger de tout ce qui m'est arrivé. Je comparerais ça à une forteresse, ouais. Ouais. Je pense que j'ai eu des problèmes dans ma vie et il y a eu un petit déclencheur avec des décès dans ma famille et je pense que c'est parti de là. Nicolas a une vingtaine d'années quand il perd brutalement son père puis sa mère. Il s'enfonce alors dans le chaos sans même s'en rendre compte. Il a fallu un avis d'expulsion pour que le jeune homme voie enfin la réalité. Ça vous inspire quoi, ce genre de situation? C'est qu'il y a un laisser-aller, et puis je pense à un manque de connexion avec la famille, et c'est souvent la solitude et puis l'exclusion sociale qui amène à des situations comme ça. Vous avez essayé par le passé de ranger, de faire de l'ordre? Oui, mais tout seul, c'est très dur, pas très motivant. Et là, il y a une circonstance qui fait que je suis obligé de partir de cet appartement. Ils vont tout refaire à neuf parce que c'est trop vieux. Et du coup, j'ai été mis à la porte comme tout l'immeuble et pas le choix de devoir tout ranger. Vous vous qualifiez de Diogène, vous? Possiblement, oui. En voyant l'appartement, on peut y penser, oui. Nous sommes bien au-delà du désordre. Bazar, bordel, foutoir ne conviennent pas davantage à un lieu qui relève de la décharge publique et du cabinet de curiosité, du nid de pigeons et de la jungle. Des plantes vertes composent une étrange ode à la vie. L'esprit peine à identifier le reste. Télécommande, chaussures, livres,
cassettes vidéo, balles de tennis, boîtes de thon, huiles encadrées, poupées, fruits pourris. Mon nom est Carole Alamand, je suis l'auteur d'un récit sur le syndrome de Diogène intitulé « Tout garder ». C'est un sujet que j'ai choisi parce que ma mère était Diogène et que je l'ai découvert à son décès quand je suis revenue à Genève pour vider son appartement. Carole Alamand a à peine 18 ans quand elle part de chez elle, loin de ses parents, à qui elle ne veut en aucun cas ressembler. Un père violent, une mère dépressive. C'est aux États-Unis où elle est installée depuis des années qu'elle apprend le décès de sa maman. Cela faisait des mois qu'elle ne l'avait pas vue. C'était en 2012, le 7 novembre, j'ai trouvé au réveil un message téléphonique sur mon répondeur. C'était l'hôpital cantonal de Genève. Et la doctoresse que j'ai eue au bout du fil m'a dit « On est navré, on n'a rien pu faire. Elle est décédée dans l'ascenseur de l'immeuble. » Et à ce moment-là, me rappelant qu'elle avait un chat, j'ai contacté une amie en lui demandant d'aller chercher donc les clés à l'hôpital, de revenir à l'appartement. Et c'est cette femme, Nicole, qui m'a tout de suite téléphoné pour me dire il ne faut pas que tu ailles seule dans cet appartement. Je suis entrée, j'ai fait 3 pas, je voyais bien que c'était encombré. Il y avait cette bosse de journaux, si je me souviens bien, c'était un tas de livres, journaux, enfin magazines. J'ai enjambé ça, je suis entrée au salon, puis là, franchement, ça fait vraiment froid dans le dos. Vous avez eu peur? Ah ouais, ça m'a fait peur. Et puis même moi, j'ai appelé le chat, il n'y a pas eu de réponse. Et j'ai dit non, mais ça va pas le faire aujourd'hui, quoi. C'était un choc pour moi, alors j'imagine pour Carole. Depuis 11 ans, j'étais plus retournée à l'appartement. Il y avait chez elle une volonté de ne laisser entrer personne. Elle avait toujours un prétexte. Elle avait toujours un prétexte, elle avait des trucs pour que je n'y aille pas. Je lui proposais de passer la chercher pour aller au restaurant, elle a toujours trouvé des façons de refuser. Tu te rappelles, ma mère, elle était très élégante, elle était très coquette, elle était à la COP. Moi, je la voyais souvent à la COP. Elle me parlait 3 mots, elle était nickel. Nickel, on ne pouvait pas soupçonner non, ça. Vraiment. Il y avait un talus à escalader pour arriver au salon, mais on ne pouvait pas ouvrir la porte qui était obstruée par tous ces sacs, tous ces déchets. Ça vous a pris combien de temps en fait? 3-4 jours, mais 3-4 jours. Le week-end et le dimanche, on a arrêté quand on a trouvé le chat vivant. Le chat vivant, parce qu'il y avait le chat mort aussi. Et ça, c'est Sandra qui a trouvé. Et Sandra a téléphoné. Mais il était mort depuis plusieurs années. Pour dire qu'elle était tombée Sur la momie du chat. sur la momie. Je suis venue vers elle, donc il y a la tête qui a roulé vers elle. Ils ont pris un choc et puis on était tous choqués en fait. Ouais. Comment en était-elle arrivée là? Pourquoi, s'il est possible d'identifier une cause? Pour vous, l'une des raisons majeures, c'est quoi? C'est compenser? C'est en lien avec de la frustration, de la déception? La compensation, c'est évident. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien remplacer par cette profusion d'objets? Mais c'est de l'ordre, effectivement, du remplacement. Parce que les objets ne vous laissent pas tomber. On peut compter dessus. Ils ne vous trahissent pas. Et je pense que ce transfert, loin des êtres et vers les objets, il y a de ça dans ce syndrome. Chez elle, c'était absolument évident qu'il y a eu un besoin de s'entourer d'objets rassurants. Elle aspirait à une vie plus flamboyante, elle a vécu des déceptions amoureuses. Femme de sa génération, étant née à Fribourg, elle n'a pas pu épouser l'homme qu'elle aimait, déjà, parce qu'il n'était pas suisse, parce qu'il n'était pas catholique. Un amour perdu qui a été déclencheur. Oui, et qui l'a entraînée dans la dépression à partir de l'époque de ma naissance. J'ai donc fait
la connaissance de ma mère, en quelque sorte, hein, À travers ce livre. à travers ce livre. Des bleus. Ouais. Contrairement à Carole Alamand, Julien et Olivier Godina ont toujours eu conscience que leur père avait un problème avec les objets. Ils ont toujours su qu'après sa mort, le bordel du Mitch, comme on l'appelait ici à Porrentruy, allait devenir leur bordel à eux. Je m'appelle Julien Godina. Mon père avait le syndrome de Diogène. Il est décédé il y a 2 ans, donc on a dû vider chez lui et gérer cet héritage compliqué. Il y a même des toiles d'araignée autour de la poignée. Ils sont pas venus depuis un moment. Hein. Ah, le bruit, quoi. Ouais. Incroyable. Ouf. Bon, ouais. Je vais direct aller ouvrir les fenêtres pour aérer un peu. Ouais. On est venu avec Olivier un samedi. Et ouais, on l'a trouvé là, quoi, sur le canapé. Et en fait, il bougeait presque plus. Puis il avait une tache de sang sur le côté du visage qui était de sang séché, qui devait dater de plusieurs semaines. Ouais. Puis il avait les cheveux longs, en plus il s'était laissé pousser les cheveux, la barbe longue aussi. C'était vraiment, il n'y avait plus aucun soin. Non, c'était terrible. Hein. Moi je me suis dit qu'il allait mourir ce jour-là. Quoi, ouais, moi aussi. Ouais. Quand on l'a trouvé sur le canapé ici, il y avait tout là, c'était rempli. On a dû passer par la cuisine. Puis en fait, même dans la cuisine, tu vois, tu pouvais pas. Enfin, tu passes à côté de la table, il y a des objets qui tombaient. On est passé par là, et en fait, quand les ambulanciers sont arrivés, on a dû faire de la place, quoi. On a dû déblayer l'entrée pour qu'ils puissent le sortir sur le brancard. Il est resté à l'hôpital pendant 2 semaines, et pendant ces 2 semaines, moi je me rappelle, on faisait le tour de la maison, on se disait, est-ce qu'on vide alors qu'il n'est pas là? Est-ce qu'on fait ça contre son gré? Est-ce qu'on le laisse revenir en fait ici? Et quel genre de vie il peut mener dans un endroit pareil, quoi. Michel ne sortira jamais de l'hôpital. Il meurt 15 jours après que Julien et Olivier l'ont découvert. En vidant la maison de leur enfance, les 2 frères prennent alors la mesure de la démesure de leur père. Un homme qui fuyait le contact depuis 10 ans, un ermite qui se terrait dans son foutoir. Il se lavait où alors, Michel? Alors, est-ce qu'il se lavait? Ouais, je sais même pas. Honnêtement, je pense qu'il prenait des bains assis, des douches assis dans le bain, dans la baignoire. Mais à mon avis, il se lavait plus depuis des années, quoi. Ou peut-être une fois par an, mais et encore. À chaque porte, il y a des toiles d'araignée. C'est pour ça que je t'ai laissé passer devant. Avant le divorce, il y avait notre mère qui nettoyait et qui rangeait. Et en fait, quand elle est partie, du coup, évidemment, c'était pire. Ouais. Mais est-ce que ça a été directement dû au divorce ou est-ce que c'était... Ouais, c'était un peu un pansement quand même, Monique, dans sa problématique et dans ses psychoses. Ouais. Ça, c'était ma chambre. Quand je suis parti, il a tout laissé en place comme c'était. Il a rempli l'espace que j'ai laissé avec des choses qu'il pensait qui m'intéresseraient, des livres, des trucs électroniques, des choses comme ça. Mais est-ce que ça vous a touché que dans vos chambres, il avait accumulé des objets qui vous parlaient? Ouais, complètement. C'était un peu l'amour à travers les objets, quoi. Ouais. C'était vraiment ça, quand même. Mais le garage, il doit plus ressembler à grand-chose. Ok, la toile d'araignée cette fois-ci. Je peux plus la voir. Tu sais, quand tu vides une maison comme ça, il y a des moments où tu n'y crois pas. C'est sans fin. Tu te dis, est-ce qu'on va même y arriver Vous avez mis combien de temps? À peu près le nombre de jours, on a passé une 30aine de jours. Avec souvent, 3-4 personnes. On a rempli 3 bennes de 28 mètres cubes, je crois. Il y a un ferrailleur qui est venu plusieurs fois pour... on a rempli 2 camions avec tout ce qui restait, en fait. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à répudier l'héritage? Pour moi, ça n'a jamais été une option, vraiment. Ça m'aurait paru trop bizarre de
de pas accepter, et ça lui aurait fait beaucoup de mal. Si on avait répudié, il aurait C'était trouvé ça trahir. horrible, moi je pense, vraiment, ouais, mais profondément. Moi je pense que vraiment le fait de se dire qu'il avait une maladie psychique, ça met une distance qui est saine, parce qu'on se rend compte que c'est pas la personne, c'est juste la maladie en fait. Le syndrome de Diogène concerne certainement beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. En Suisse, au pays du propre en ordre, c'est une réalité cachée, honteuse, qui échappe même aux statistiques, car les personnes concernées ne demandent jamais d'aide. Est-ce que le syndrome de Diogène est une maladie? Alors au sens où c'est reconnu par les classifications internationales des maladies, non, ça n'est pas une maladie. C'est-à-dire que le syndrome de Diogène n'a pas une cause qui est connue, comprise et élucidée. C'est en général ça qu'il faut pour qu'on puisse parler d'une maladie. Quels sont les principaux symptômes décrits dans le syndrome de Diogène? Alors la description qui fait un peu l'unanimité, elle parle d'un critère principal et de 3 critères secondaires. Le critère principal, c'est l'absence de demande d'aide. Ce sont des gens qui ne vont pas se tourner vers les soignants ou vers des systèmes sociaux, raison pour laquelle on les voit finalement pas tant que ça. Et puis les 3 critères secondaires, c'est un rapport pathologique au corps, un rapport pathologique aux objets et un rapport pathologique aux autres. Le rapport pathologique au corps, c'est l'idée de ne pas prendre soin de soi. Le rapport pathologique aux objets, c'est ce qu'on appelle la silogomanie, c'est-à-dire l'entassement d'objets chez soi, des objets qui peuvent avoir du sens ou ne pas avoir de sens, mais qui vont petit à petit s'accumuler. Et puis le rapport pathologique aux autres, c'est une tendance un petit peu misanthrope comme ça, une tendance au retrait finalement. Outre la maison familiale, Julien et Olivier héritent de plusieurs autres bâtiments, tout aussi encombrés, comme cette ferme où Mitch a grandi. D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, les 2 frères ont toujours vu leur père amasser tout et n'importe quoi sur son chemin. Des objets d'apparence inutiles, mais qui pour Mitch étaient promesses d'avenir. Faire de la musique de film d'horreur. Souvent, les week-ends ou le dimanche, on allait à la décharge avec lui. Et on le regardait pendant quelques heures, il faisait le tour, il se promenait, il cherchait des objets qui lui paraissaient valoir quelque chose. Et ensuite, on les ramenait en voiture jusqu'ici, puis on les stockait dans la grange ou dans les étages. Il y a des trucs de Duro là. Oui, j'ai vu. Lui, il voyait de la valeur là où les autres gens n'en voient pas. Et je pense qu'il voulait aussi qu'on ait cette même perspective. C'est un peu ça qui est triste, quoi. Michel aurait pu nous faire un exposé sur n'importe quel objet qui se trouve ici. Et nous, on sait même pas ce que c'est, quoi. Il voulait faire un avion, il voulait faire un planeur qui puisse voler très longtemps, etc. Il manque des bouts, hein. En fait, chaque objet, tu pourrais en faire quelque chose. Et ouais, c'est à chaque fois un projet avorté, quoi. Ça a été quand même toute notre enfance de se dire, voilà, il veut faire telle ou telle chose, mais il n'y a rien qui aboutit. Il était, en fait, à mes yeux, il était trop bloqué par ses peurs et par son anxiété, quand même. Il n'y avait pas que les objets que Michel entassait. Le prof de philo qu'il était aimait aussi cumuler les savoirs, une sorte de savant fou qui voulait tout comprendre. Il a fait le poly en architecture à Zurich, donc en allemand, alors qu'il n'était pas bilingue de base. Ensuite, il a étudié l'économie à Saint-Gall et il a fait la philosophie à Strasbourg. J'en ai voulu à mon père, qui était extrêmement cultivé, qui, je pense, était beaucoup plus cultivé que moi, en fait, que tout le monde, que tous les gens que je connais, de ne pas avoir été capable de mettre toute cette intelligence et tout ce potentiel au service aussi des questions psy, en fait. Quand quelqu'un qui a l'air aussi intelligent, aussi logique, aussi rationnel, vit de manière aussi irrationnelle, en fait, c'est incompréhensible. Mais à la fin, il était comme il était et on n'aurait rien pu faire. Ah, bien vu. Bien vu. Waouh. Incroyable. Et encore du bordel.
Putain, c'est fou, quoi. Si les Diogènes ne demandent jamais d'aide, les personnes qui souffrent de troubles d'accumulation compulsive appelés la silogomanie veulent au contraire s'en sortir. Elles n'hésitent pas à solliciter des professionnels. Je m'appelle Claire Plachtab, je suis ergothérapeute et je connais Jenny depuis 4 ans. Là, on a fait une pause pour quelques mois et c'est la première fois que je retourne pour reprendre le suivi avec elle. Ça va? Bonjour. Oui, ça va. Ça fait plaisir de vous revoir. Oui, ça fait plaisir aussi. Je m'appelle Jennifer. Je dirais que mon histoire avec la silogomanie date de très longtemps. Ça n'a pas toujours été très bien dans ma vie, alors ça a été un peu pour moi une conséquence de ça. Comment ça a été depuis ces derniers mois? Un peu compliqué. J'ai eu des périodes un peu difficiles, donc le tri et le rangement, ça a été... C'est pas trop avancé. Ouais, ouais. Et je pense que c'est vraiment ce reportage-là qui m'a donné un nouvel élan de me dire j'ai envie de montrer que j'y arrive. C'est aussi pour ça que je suis à visage découvert. C'est que si je veux sortir de la honte et que les gens puissent sortir de la honte, il faut vous montrer oui, votre chez vous. Être authentique en fait. Bah, c'est courageux. Donc, Ouais. en tout cas, je vous félicite parce que c'est le premier pas. Hein. Ok, on va voir la chambre. Je sais plus, j'ai pas étiqueté, j'aurais dû étiqueter. C'est difficile de jeter des choses dans cette pièce parce que moi, j'ai pas trop confiance toujours dans l'avenir. Alors, je m'accroche au passé. Parcours de vie difficile, anxiété, une partie un peu de dépression. J'ai besoin d'avoir mon stock de joie, donc j'arrive pas à forcément me débarrasser de tous ces témoins de choses que j'ai réussi, accomplies, ou de choses qui se sont bien passées, des moments de bonheur. À 27 ans, Jennifer n'a pas pu aller au bout de ses formations. La faute à des troubles psychologiques qui l'empêchent jusqu'ici d'intégrer le monde du travail. Beaucoup de frustration et une angoisse face à l'avenir qu'elle compense par l'accumulation. Ça, c'est rigolo, hein, le sac. Oui, j'ai eu un peu des achats compulsifs. À un moment, c'était un peu ma devise, ça. Compenser par... se consoler par l'achat, oui. Un sac? Je crois que je devais le réparer. Et pourquoi garder tous ces sacs? Pourquoi ces objets ont un sens, ces sacs ont un sens pour vous? Je crois qu'il y a un peu la culpabilité face à l'objet de... Bah, je m'en suis pas occupée. Pour vous, vous n'êtes pas bien occupé du sac parce que vous ne l'avez pas réparé? Ouais, je pense. Je sais pas. C'est plutôt un sac à sac, ça, je crois. Il y a un emballage. Ouais, je fais des sacs à emballage aussi, des fois. Il y a trop de sacs, en vrai. J'ai trop de sacs. Là, c'est un petit peu de revoir la quantité, peut-être. Là-dedans, il y a quoi? Alors, vous parlez de silogomanie. Est-ce que c'est différent du syndrome de Diogène et en quoi? Ce qui est intéressant, c'est que ce trouble-là, on voit bien, donc fait partie du Diogène, mais ne devient pas forcément un Diogène dans le sens où une partie des personnes qui souffrent d'accumulation compulsive n'ont pas du tout de problème vis-à-vis de leur hygiène personnelle. Leur domicile peut être tout à fait propre, voire extrêmement ordonné, justement, mais il est en revanche complètement envahi par des objets divers et variés. Jenny, c'est quoi en fait tous ces croquis-là? C'est des essais pour réfléchir à comment je veux réorganiser la pièce, parce qu'avant il y avait beaucoup plus de meubles ici. L'idée, c'est aussi de redonner une fonction aux pièces, parce qu'au départ, tout est un peu mélangé. Et des fois, il y a même des gens qui dorment dans le salon. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément, de savoir, en fait, ça doit ressembler à quoi un salon, entre guillemets, normal, ou une cuisine, qu'est-ce qu'on met dedans, un hall, qu'est-ce qu'on met dedans. J'ai dû m'habituer à avoir moins de meubles, mais surtout à avoir des espaces plus vides, plus que ça respire. Et ça, mon cerveau n'a pas tout de suite aimé. J'ai fait un peu des rechutes où j'ai réencombré parce que je ne supporte pas trop de vide. Ça réveille quoi? Le manque, l'absence de quelque chose et
Pour moi, ça devient pas assez et c'est inconfortable. Les gens se rendent pas compte, mais c'est pas juste j'ai rangé chez moi en fait. Je me bats contre moi-même, contre les événements, contre les choses. C'est vraiment un problème psychologique. J'aimerais qu'on le reconnaisse, que en fait, ça demande beaucoup d'efforts. Oui, et puis que ça prend du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Du courage, Jenny en a car elle revient de loin. Pendant des années, elle n'invitait personne dans son appartement par peur du jugement. Aujourd'hui, elle est fière d'avoir réussi à réorganiser son chez elle à sa façon. Le pouf, en plus, c'est utile. Ça, on va s'asseoir dessus. Ça, si je l'enlève, voilà, on peut aussi s'asseoir dessus. Et si quelqu'un venait tout débarrasser ici, hein, vous demandiez l'aide d'une entreprise de nettoyage qui débarrasse tout? Non, non, ça va pas m'aider parce que déjà, je vais être pas bien, je vais être triste, je vais déprimer, je vais regretter et je vais tout vouloir récupérer, mais ça va redevenir pareil qu'avant. Quand on parle avec des personnes qui souffrent du syndrome de Diogène ou de troubles d'accumulation compulsive, elles sont généralement assez en colère contre ces nettoyages extrêmes. Vous comprenez cette réaction? Oui, tout à fait, parce qu'ils y tiennent aux objets qui sont présents dans leur appartement. Ils ont de la peine à s'en détacher et le fait de jeter tout ça, ça leur fait mal, quoi. C'est comme si on leur enlevait une partie d'eux, quoi. Après un jour et demi d'intervention chez Nicolas, le jeune homme expulsé de son appartement, l'équipe de Val-des-Barras garde le moral. Il faut dire qu'ils en ont vu d'autres. On a déjà dégagé 3 camions et moi je pense qu'il y a encore 2 camions encore à faire. Que des déchets? Ouais, que des déchets, hein? Que des sacs noirs. Au début, c'était choquant pour moi. On me dit, purée, c'est quoi ça? Quand on parle de Suisse, on parle de la beauté, hein? Les riches et tout ça. Ouais. L'ordre. Voilà, c'est ça. On vient, tac, choc. C'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Ça donne la peine, hein? C'est un peu... Ouais. Oui, cet monsieur-là, quand je le voyais mardi, ça me donnait la peine. Est-ce que vous pensez qu'il y a une part de dépression? Non, je pense pas. Pour moi, tout va bien, je ne suis pas déprimée, je me lève tous les matins pour aller au travail, il n'y a aucun problème. Mais vous vous sentiez bien dans ce chenil? Je pense que je sors beaucoup, c'est pas pour rien non plus, c'est comme ça je reste moins dans l'appartement, j'y vais vraiment juste pour dormir, manger. Et après, tout le reste, c'est vraiment je suis au travail ou dehors avec des amis. Entrez. Comment allez-vous? Bien, vous, merci. Bien, merci. Je vous en prie. Merci de nous accueillir chez vous. Merci. Plaisir. Ça a complètement changé, là. Oui, oui. C'est plus le chaos de l'époque. Non, c'est plus le chaos de l'époque. Parce que c'est vrai que tous les journalistes qui sont venus vous interviewer se rappellent du désordre quand même dans ce bureau. C'est un traumatisme pour eux, parce qu'il fallait qu'ils poussent pour essayer de poser le matériel. Oui. Yvan Perrin, c'était un peu l'étoile montante de l'UDC dans les années 2000. Ex-policier, devenu conseiller d'État, vice-président du premier parti de Suisse, un parcours fulgurant mais qui l'a laissé exsangue. Insomnie, abus d'alcool, burn-out. Le Neuchâtelois a plongé dans les abysses de la dépression. Est-ce que ce burn-out a déclenché ce problème de chaos dans votre maison? Alors évidemment, à partir du moment où vous êtes à peu près insensible à tout,
Vous l'êtes aussi à votre environnement. Donc il y a eu, pendant un certain temps, je dirais, un bordel paroxysmique ici au travers. Est-ce que vous diriez qu'à cette époque, vous aviez les symptômes du syndrome de Diogène? Je pense que quelqu'un qui serait entré chez moi à ce moment-là aurait dit oui, c'était ça. Effectivement, ça donnait l'impression que j'accumulais pour accumuler et puis que je vivais mal qu'il y ait quelques centimètres cubes de volume inoccupé. Mais ici, donc, c'est la maison de votre enfance, hein? Oui. Vous êtes né ici? Oui. Et puis la cuisine, quand vous aviez des problèmes de rangement, c'était le chaos aussi, la cuisine? Non. Non, parce qu'il n'y a pas assez de place. Ah ouais. Il n'y a pas assez de place pour organiser le chaos ici. Il faut quand même qu'il y ait un peu de place pour cuisiner, ranger le commerce. Donc non, ici, l'aspect pratique l'emportait sur le caractère bordélique qu'on pouvait observer à d'autres endroits. Attention dans l'escalier. Ouais, c'est à la cave. J'ai de grands locaux de stockage en bas. Ça me permet de stocker à mon aise et de conserver des choses qui, dans un espace plus restreint, auraient dû gagner la déchetterie depuis longtemps. Là, c'était Ah ouais, d'accord. la soute à charbon. Est-ce que vous faites aussi des stocks? Oui. Oui, ben, les stocks recommandés par la Confédération. Les 15 jours de survie au cas où on aura un problème. Alors, je vous suis. Commission du jour. Vous avez d'autres pièces de rangement ici dans la maison? Oui, j'ai 2 galtas. On peut les voir, ces galtas? Non. Il y en a un, c'est pas dire un sanctuaire, mais c'est des choses qui sont là, mais depuis bien longtemps. L'endroit n'est pas tellement accessible. Donc c'est très encombré. Oui, disons que je reformule, c'est bien rempli. Il y a notamment le lapin qui m'accompagnait dans mon sommeil quand j'étais tout bébé. Votre doudou? Oui, il est sur une poutre au Galta. Est-ce que vous n'aviez pas une prédisposition quand même à accumuler les objets? Oui, je garde volontiers ce qui a une importance pour moi. Le plus souvent, ce sont des objets qui me rappellent des périodes heureuses, des personnes qui ont été chères ou qui le sont encore. Et ces objets que je conserve, c'est la matérialisation du souvenir. Et ça, c'est une prédisposition que j'ai depuis tout petit. J'ai gardé l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est les bouquins d'histoire, notamment tout l'univers qui ont bercé ma jeunesse, mon enfance. J'ai appris à lire avec. Ah ouais? Oui, ça... Et les jeter? Non, alors ça, il n'y a aucun risque. Au pire, mais vraiment au pire, si une fois j'ai besoin de place, je vais les déplacer. Mais les jeter, non alors. Non. Impossible? Impossible, hein. Ils partiront après moi. Ce fauteuil, par exemple, sur lequel vous êtes assis, il a un certain âge déjà. Oui, il doit avoir 35 ans, je pense. Oui. Mais il va bien, il est confortable. Et puis, des personnes qui m'ont été chères se sont assises dedans. Donc, il quittera la maison qu'avec moi. Ce canapé-là, c'est sur ce canapé que ma maman est décédée. Donc, il est évident qu'il ne partira pas. Même s'il devait être foutu de chez foutu, je le ferai réparer jusqu'à la fin, jusqu'à que je m'en aille. Pour tous ceux qu'on pourrait appeler les gardeurs, les objets ont un sens. Objets gardiens du temps qui passe, objets remparts contre le monde, mais objets qui finissent aussi par les ensevelir. Il n'est pas rare de retrouver des personnes diogènes mortes sur leur tas de déchets. Comment expliquer ces logements dépotoirs, véritables paysages de la folie? C'est la mission que s'est donnée Pierre Ludowski, qui a créé la seule association en France qui vient en aide aux diogènes. Ce jour-là, nous le retrouvons à Tours, où il a rendez-vous avec une femme de 62 ans qui vit dans un chaos extrême.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Doucement. Oui. Donc je viens voir un peu aujourd'hui comment ça va depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Pas trop bien depuis la dernière fois. Oui. C'est compliqué. Oui. C'est un peu normal avec tout cet espace qui ne vous laisse pas vous mouvoir. C'est un peu difficile, ça je comprends. Il y a, je dirais, plus d'une quinzaine d'années que j'essaie de comprendre le trouble du comportement qui est appelé aujourd'hui syndrome de Diogène et que je considère, moi personnellement, comme une maladie. Je vais faire quand même juste un tour là, quand même, dans la cuisine pour voir un peu. Attention, c'est. Ouais, mais c'est pas grave. C'est la pyramide. Oui, je sais, c'est compliqué. Allez voir un peu ce qui se passe. J'ai décidé de créer une association. Nous faisons non seulement l'approche pour pouvoir comprendre ce qui se passe et ce qui s'est produit dans la vie de ces personnes, mais nous faisons aussi également l'action. Ah oui, ouais. Vous arrivez quand même à vous servir de la gazinière? C'est très difficile. Ouais. Parce que là, c'est... Je suis plus qu'en équilibre, là. Là, je sais que je suis en danger. Il n'y a pas de place du tout. La gazinière, c'est à l'électricité ou à gaz? À gaz, c'est juste une petite plaque de gaz. Ah ah. De toute façon, c'est extrêmement dangereux au niveau de la cuisine. Hein. Je sais, mais j'ai pas. Oh, ouais, je sais que c'est compliqué pour vous, je sais. Mais c'est quand même, je vous le dis, parce que là, c'est quasiment, parce que là, c'est... Je sais que je suis en danger, parce que j'ai pris l'initiative de faire des photos moi-même, et je ne m'en rendais pas compte. J'ai vu les photos, et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour moi, parce que je me sentais vraiment en danger de mort. Ouais. Il y a de la lumière, là, qu'on puisse essayer de se... Il faut que j'aille au compteur. Non, c'est laisser... Derrière vous. Ouais, je vais le faire peut-être. Celui du bas? Oui. Non, il faut allumer celui du haut à gauche. Non, non, celui-là, là, en haut. Complètement à gauche. Ah, ok. Voilà. Très bien. C'est combien d'années d'entassement? Je crois qu'il y a plus de... Il y a plus d'une 10-15 ans, suite à une opération. On m'a carrément mis dans la voie de garage. Donc c'est une opération du dos qui vous a mis sur une chaise roulante, quoi. Mais comment vous faites pour vous mouvoir, là? Comme vous disiez, vous êtes comme un funambule. Je marche toujours de travers, un peu comme un crâne. Alors des fois j'en souris, puis d'autres fois, là en ce moment j'en souris pas parce que là je comprends que il faut que je sorte d'ici. Celle que nous appellerons Lucienne était aide à domicile, mais après son opération, tout s'est arrêté. Elle qui a passé sa vie au service des autres s'est retrouvée seule et sans aide. Vous avez des enfants? Oui. Et ils viennent plus vous voir? Non. Je pense que pour eux c'est difficile. C'est l'incompréhension. J'ai pas envie de finir tomber dans mon appartement, que les voisins répondent pas, et puis qu'on me trouve inanimée. Et j'ai pas envie de finir comme ça. C'est une baignoire ou c'est... Ah, c'est une baignoire. C'est une baignoire. C'est quasiment impossible là, de rentrer pour la... Et vous arrivez à entrer là, pour la douche, là, pour vous baigner, là? Oui, mais bon, je le fais pas fais pas tout le temps parce que c'est compliqué. Ouais. Sinon, l'interrupteur est bien fixé au mur? Oui. Donc il n'y a pas de fil qui traîne? Non. D'accord. Oui, je l'ai vu. Ça va. Vous êtes prête à ce qu'on désencombre? Si on est à mon écoute, oui, pas qu'on fasse à ma place. Je me rappelle que quand on a fait le désencombrement à 3 ou 4 personnes chez moi,
On m'a interdit de venir chez moi pendant 3-4 jours. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais l'impression d'être carrément... C'est comme si on m'avait démembrée. Mais la famille, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils ont des réactions pas adaptées à votre souffrance. Moi, je suis là pour vous aider. On aura le respect de vos affaires, de trier. Mais la réalité, c'est que vous devez sortir de cette situation, mais durablement. Là, c'est votre chambre? Oui. Il faut que je débarrasse tout le soir. Vous ne dormez pas sur ce petit espace-là, quand même? Non. Il faut que je débarrasse tout. Donc, ça veut dire que c'est plein de manutention. Donc, c'est beaucoup de fatigue. Et que quand j'ai tout débarrassé, j'ai pas forcément envie de revenir dans la cuisine pour manger parce que je suis épuisée. Et on va vous accompagner, comme vous le savez. Hein. Donc, notre psychologue sera, je dirais, avec vous pour mieux comprendre les choses et vous aider à ne plus du tout recommencer. Nous avons aussi également notre assistance sociale qui est aussi là pour tout ce qui est des droits. Et ensuite, l'aide de ménage qui est présente pour que cette personne puisse se réhabituer. Déjà, première chose, pas forcément au ménage, mais à l'humain. La femme de ménage est un peu votre espionne, entre guillemets. Alors, si cette personne, on lui demande de ne pas venir un jour, nous sommes informés. Nous savons que s'il n'y a pas ce suivi, les gens, ils vont recommencer. Un tri méthodique, un accompagnement psychologique et social, plus une aide de ménage, c'est la méthode de Pierre Ludowski. Vous allez pouvoir intervenir, vous allez pouvoir l'aider? Elle est prête à être aidée et à suivre nos conseils surtout. Forcément, nous allons solliciter les services de sa collectivité pour l'aider à sortir de cette situation. Je mettrai toute l'énergie qu'il faut pour cela. Est-ce qu'on peut guérir du syndrome de Diogène? Alors le syndrome de Diogène en tant que tel, c'est difficile à dire. Ça dépend bien sûr plutôt du trouble qui est associé au syndrome. Est-ce qu'on peut guérir d'un trouble d'accumulation compulsive? On peut en tout cas apprendre à gérer un certain nombre des symptômes qui y sont associés. C'est tout le travail des thérapeutes qui sont formés dans la prise en charge des troubles obsessionnels compulsifs, de telle sorte que les symptômes anxieux qui conduisent à ce genre de comportement puissent être contrôlés d'une autre manière, diminués, et petit à petit occuper une place de moins en moins importante dans la vie des personnes. On ne guérit pas, mais on peut apprendre à vivre avec. C'est ça. Quand vous êtes réveillé le matin en voyant les lieux vides, ça vous a fait quoi? Ça a fait bizarre. Je m'en trouvais pas dans tout le chenil. Ouais. Donc c'est une page qui se tourne. Oui, une grosse page. J'ai beaucoup de travail à faire en ces quelques jours qui me restent. Et après, une fois que je serai installé dans mon nouvel appartement, on va voir, petit à petit remeubler, petit à petit refaire un truc tout joli, et voilà. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir faire attention? Bah oui, moi je vais prendre sur moi, et si je vois que je commence à retomber dans ces travers, je vais directement faire appel à quelqu'un pour me faire aider. S'il faut un psy, s'il faut un groupe d'entraide, je ferai le nécessaire si je vois que je suis en train de repartir à la dérive. J'ai juste hâte en fait de commencer une nouvelle vie. Se détacher du matériel, des objets, quand toute la société vous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, c'est déjà un défi en soi. Mais pour toutes celles et ceux qui souffrent de troubles d'accumulation compulsive, c'est une vraie épreuve au quotidien. La silogomanie, c'est pas de la paresse, c'est de la détresse. Les gens se rendent pas compte, mais on est autant en peine que eux sont en peine de nous voir buter sur des choses un peu banales et un peu insignifiantes pour eux, mais pour nous, ça ne l'est pas. Et c'est une vraie difficulté. Mais vous allez vous en sortir. J'en suis sûre parce que
J'ai tellement fait de chemin et j'aimerais que ça puisse être un exemple, un message d'espoir pour les autres. Et je pense que c'est possible d'en sortir.